Radio J. Sepharim, Michel Zerbib. Radio J. Sepharim sur Radio J, ravi de vous retrouver pour nos rencontres littéraires avec des écrivains, des artistes, des hommes et des femmes engagés. On a l'habitude sur cette radio forcément engagés sur Radio J, des écrivains qui portent le fer parfois dans la plaie, des artistes par le verbe et non par l'épée, dit la Bible. Notre invité aujourd'hui, on est très heureux de le recevoir, est un artiste d'abord, un peintre, un écrivain, un cinéaste également, artiste comme on dit aujourd'hui, protéiforme, et son magnifique et très drôle roman graphique qui s'appelle L'homme idéal, tout un programme. Piotr Barsony, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et merci de m'avoir invité. Alors vous êtes... né en 1948, je dis la date parce que c'est la date de la création de l'État d'Israël aussi. Je suis. À Toulouse. Et de la Révolution chinoise. Ah oui, ça c'est moins connu chez nos auditeurs. C'est moins connu, oui. Et vous êtes né à Toulouse, dont vous avez gardé l'accent. Cet accent qu'on aime beaucoup. Peintre, dessinateur, auteur de bande dessinée, donc on va en parler. Graphiste, vidéaste, écrivain. Alors vous êtes d'ailleurs diplômé... en architecture de l'école des Beaux-Arts, c'était en 1975, vous avez même enseigné l'art plastique, puis après vous êtes rentré vraiment dans votre art, qui est d'abord la peinture. Alors la peinture, et puis dans les années 60, 66, 67, être dans son atelier, les gens étaient dehors, donc j'ai fait du dessin de presse et de la bande dessinée. Mais voilà, parce que c'est la période qui voulait ça. Si j'avais eu des talents de chanteur, j'aurais été chanteur. Bien que vous ayez fait de la musique aussi, on va peut-être en parler. Oui. Avec votre fille. Et Arthur H aussi. Et Arthur H, oui, Arthur Higelin, bien sûr. Vous êtes issu d'une famille engagée, on va dire comme ça, puisque Barsony, c'est juif hongrois, c'est ça? Alors non, c'est le nom qu'avait acheté mon grand-père, qui était hongrois. C'était un nom, parce qu'ils étaient très... Je ne pourrais pas dire assimilé, parce que mon grand-père était toujours un homme proche du Talmud, mais il voulait un nom hongrois. Il voulait un nom hongrois parce qu'il ne voulait pas un nom autrichien. Mais je pense aussi qu'il voulait un nom hongrois pour mieux se faufiler dans la société. Il était avocat, homme d'affaires. Pour pouvoir s'intégrer, voilà. Et lui, votre grand-père, on peut dire qu'il était à l'époque plutôt juif... sioniste. Sioniste. Et mon père religieux. Ça, c'était important. Ouais. Et le père religieux, et mon père pratiquant. Ah oui, mais très religieux. Mais ils étaient en conflit. Je crois que mon grand-père n'est pas venu à sa bar mitzvah, c'était vraiment un conflit. Ah oui, ça c'est le côté ashkénaze, hongrois. Oui. On sait à quel point la communauté juive hongroise a été massacrée durant la Seconde Guerre mondiale. Nous, on a eu de la chance. Parce que mon grand-père avait de l'argent, il a pu se sauver, mais toute une partie a été détruite, tous ses frères et sœurs. Voilà. Donc j'ai eu mon grand-père, ma grand-mère, et mon père et ses deux sœurs ont été vivants, ce qui est exceptionnel. Quand même. Les rescapés de la Shoah, du génocide juif. Alors on peut dire aussi, c'est un mot qu'on aime bien sur cette antenne, sur Radio J, c'est résistant. Alors il semble, là on parlait de la famille paternelle que vous avez, résistance juive, il me semble que votre père a joué un rôle important dans le sauvetage d'enfants, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Voilà, mon père était résistant à la MOI, et parallèlement... Main-d'œuvre ouvrière intérieure. Parallèlement au combat contre le nazisme, il s'occupait de protéger les enfants, de trouver des lieux pour les enfants au sein du MNCR, qui est l'ancêtre du MRAP, quoi. Avant que le MRAP... voilà, c'est ça. Que le MRAP, dont il est à l'origine, je crois. Oui. Le MRAP se change un peu. C'était des juifs, le MRAP, et je pense que c'était Chagall qui était le parrain. Oui. Donc c'est très très juif, et puis bon, on a vu ce que c'est devenu dans les années 90. Oui, c'est un peu plus rapproché, disons. Oui, d'ailleurs ils ont changé le mot, ils ont enlevé le mot
ils ont fait mouvement pour l'amitié entre les peuples. Ouais, le mot antisémitisme a été supprimé du MRAP. Du côté de votre mère, c'est la Corse. C'est la Corse. Mais c'est aussi la résistance. Oui, alors pour eux, c'était les femmes. Tout le monde était résistant dans la famille, tout le monde. Et ma mère faisait la résistance comme on va au marché. C'est-à-dire, c'était naturel. Elle disait souvent, c'est facile, parce que le méchant est vraiment méchant. Les nazis, l'engagement est facile, quoi. Et sa sœur, d'ailleurs, a été arrêtée au musée de la Résistance. Elle a été... C'est des gens qui... C'est les Corses très français, en fait. Et les Allemands, c'était pas possible. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que vous êtes un juif corse. Alors, mon père très marqué communiste. Hein. Alors, mon père était très fier, vous savez, dans les années 30, de rencontrer une femme belle, jolie, qui n'était pas le goy. Il était très très content, parce qu'il trouvait ça chic, comme les blacks avec les blondes. Là. Et il s'est avéré que ma mère était d'origine juive. Mais mon père l'a jamais su. C'est quand on a récupéré des maisons en Corse, c'est le notaire qui nous l'a dit. C'est des Mengalons. Voilà. Ah ouais, ça c'est important. Et il y a aussi cette dimension, l'engagement communiste qui a été celui de vos jeunes années, même l'extrême gauche, le trotskisme. Oui. Ça c'est intéressant pour nos auditeurs de revenir un petit peu sur cette époque qui est peut-être oubliée. Mais il y avait beaucoup de juifs dans les milieux d'extrême gauche trotskiste à l'époque. On disait, à la JCR, qui est l'ancêtre de la Ligue communiste, on disait, si on parle pas yiddish, c'est que Ben Saïd est séfarade. Ouais, c'était... D'ailleurs, si vous prenez 68, toutes les figures de 68 sont juives. Ouais. Cohn-Bendit, Krivine, Glucksmann, Weber, Ben Saïd, tout le monde était juif là-dedans. C'est pour ça que ça s'est bien passé, d'ailleurs. D'ailleurs, Roland Castro nous a quittés il y a quelques semaines. Je le connaissais bien, ouais. C'est triste, parce qu'il était joyeux. Ouais, c'était une figure aussi, on peut dire, juive française intéressante. Ben, lui aussi, il faisait partie de... Voilà, c'était une époque... parce que les enfants ils étaient nés après-guerre, et on ne pouvait pas... quand il y a eu le rapprochement du PS et du PC... entre un Georges Marchais qui avait été travailleur volontaire à Messerschmitt et un Mitterrand qui était à Vichy, qui a bougé après, quand il y a eu Stalingrad, il a commencé à bouger, comme tout le monde. On ne pouvait pas, nous, cautionner ça, on est sortis des jeunesses communistes. Après, il y a certains qui sont devenus ministres de Mitterrand, tout ça, ce qui est normal. Vous, qu'est-ce qui vous est resté, Piotr Barsony, qui est notre invité dans ces femmes, qu'est-ce qui vous est resté de la gauche communiste, la gauche trotskiste? Quelque chose? La critique. C'est-à-dire, ça veut dire que quand on est jeune, on a une cause et tout est permis, c'est-à-dire c'est comme... et on s'aperçoit qu'on est aveugle. Oui. C'est-à-dire, c'est un peu comme la différence entre Sartre et Aron. Et moi, je lisais Aron dans le Figaro. Voilà. Je lisais Aron mais je ne l'exprimais pas, mais j'étais d'accord avec lui tout le temps. Et ça me troublait. C'est un peu le voyage qu'a fait André Glucksmann, le philosophe, c'est devenir aronien. Oui, même de Védjian. Oui. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y avait une parole, qui était une parole juive, de fait, mais où le compromis, le côté démocratique me parlait plus, alors que j'étais un peu fanatique. Ouais, c'est ça. Quand on revient sur vos années, vous étiez vraiment ce qu'on appelle un militant pur et dur. Voilà, et puis c'est Israël qui nous a fait changer, quoi. Nos familles étaient en Israël, et quand il y a eu l'antisionisme comme ça, on est partis tous. On est partis de la Ligue. D'ailleurs, maintenant, le NPA, on peut dire que c'est une organisation... je dirais pas antisémite, pour pas avoir de procès, mais voilà, comme diraient les Allemands, Judenrein. Il n'y a plus vraiment de juifs, ni d'esprit juif. De l'esprit juif, Piotr Barsony, on va en parler, parce que on va y venir dans quelques instants avec ce roman graphique tout à fait savoureux, magnifique, drôle, mais qui dit aussi beaucoup de choses. On est très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vous avez donc beaucoup travaillé dans la peinture. Oui. Notamment, est-ce qu'on peut dire quelque chose avant de parler de l'homme idéal? Vous aviez fait des expositions, et je crois que c'est un projet artistique qui s'appelle La femme idéale. C'était quoi, ça? Alors,
Ça m'est arrivé il y a 30 ans. J'avais repéré, je me suis dit, les femmes sont plus nombreuses. Elles sont plus diplômées. Ça va être une bombe à retardement. Et quand j'ai vu les premiers mouvements de femmes, en Iran ça a commencé. Dès qu'il y a eu le voile en Iran, il y a eu les manifs de femmes, après Khomeini. Donc j'ai fait un sticker que j'ai collé dans le monde entier avec le correspondant, qui était une signalétique de femmes, de nues, pour accompagner cette insurrection féminine qui est là aujourd'hui, quoi. Et c'est ça, la femme idéale. La femme idéale. Mais dans ce mouvement, évidemment, MeToo, c'est le sommet. C'est un truc extraordinaire. Bien sûr, la queue de comète sont moins bons, mais ça arrive toujours. C'est un grand mouvement, il y a toujours des extrêmes un peu néfastes, comme les Clémentine Autain, As, tout ça, qui ont du féminisme que le projet politique qu'elles ont pour leurs propres intérêts. Piotr Barsony, on est très heureux encore une fois de vous recevoir, parce que vous parlez très directement, vous dites les choses, et c'était important pour vous quand même l'appartenance, la judéité, le fait d'être juif. Alors, on va dans quelques instants venir à ce livre, L'homme idéal, c'est les aventures de Marc Édito. Et en fait, vous aviez déjà écrit des romans graphiques de cette série, de ce héros, la Marc Édito, et vous avez repris presque 30 ans plus tard. Oui, alors je l'avais fait. Le premier était à Pilote, après je travaillais à l'Écho des Savanes, mais à l'époque, je l'avais arrêté parce que j'étais fatigué de le faire, puis à l'Écho des Savanes, et puis il y avait un changement de direction aussi. Oui. Changement de direction, voilà. Et je l'ai repris 30 ans plus tard, parce que j'étais avec une amie, je lui parlais un peu de l'extrême gauche, tout ça, de cette dérive, ça me troublait beaucoup. Et elle m'a dit, mais tout ce que tu me dis, qu'est-ce que t'en fais? Alors je me dis, je vais faire une BD. Voilà, une BD. Voilà. Il se dit beaucoup de choses dans cette BD. Avant d'en parler, on va marquer une petite pause musicale avec quelque chose que nos auditeurs adorent. Ouais. C'est une promesse. On ira tous au paradis, même avec le livre de Piotr. On ira tous au paradis, moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Les femmes du monde et puis les putains, on ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent, c'est un Dieu qui les élève, mais ça veut de la colère, n'aie pas peur de la colère des gens de l'enfer. On ira tous au paradis. Vous écoutez Sepharim, notre invité aujourd'hui, et cet artiste truculent qu'on aime beaucoup ici, c'est Piotr Barsony, qui nous revient d'ailleurs avec un roman graphique, on peut dire une bande dessinée si vous voulez. Ça s'appelle L'homme idéal, Marc Édito, aux éditions Intervalle, et c'est un héros assez particulier, il faut bien le dire. Piotr, il est juif. Oui. Et dans ce roman, il est impuissant, il est critique d'art, il a des aventures tout à fait inouïes avec sa famille. D'où vient ce héros, la Marc Édito? Alors, oui, je l'ai...
c'est un personnage que un héros, un héros impuissant, ça m'intéressait. Ouais. C'est pas un super-héros, alors. C'est pas, c'est-à-dire, il traverse le monde comme un spectateur de lui-même. Il ne s'engage pas, il n'a pas d'idée, mais il regarde. Et voilà, je pense que il m'est arrivé comme ça. Je trouve qu'il me ressemble beaucoup dans son judaïsme, qui n'est pas un judaïsme. Il découvre qu'il est juif chez le psychanalyste d'abord. Parce que mes parents m'avaient rien dit-il. Et lui dit, mais votre bar mitzvah, et dit la psychanalyste, ma bar mitzvah, c'est vrai, j'avais oublié. Parce qu'il essaie de récupérer la petite robe violette que mettait son père pendant Kippour. Il voulait, voilà. Donc, il se balade là-dedans, dans ce monde, et il tombe amoureux de l'attaché presse de Daesh. Voilà, alors c'est ça, c'est pour sortir un petit peu de son impuissance physique, hein, Oui. Pour retrouver sa libido, il va fantasmer sur la porte-parole de Daesh, une femme qui est en burkiné. Voilà, parce que je voulais... La burqa, c'est qu'un vêtement sexuel, c'est-à-dire... pour soigner la pulsion des hommes, on couvre les femmes. Donc c'est un truc qui m'avait... J'avais fait beaucoup de travaux de peinture sur voilé dévoilé, et je le remis là. Donc un homme dont la sexualité est révélée par une burqa, en plus un homme juif, ça m'amusait. Ça m'amusait en plus, comme c'est attaché presse de Daesh, il y a les services secrets, Daesh, tout le monde... Oui, parce que c'est un roman d'aventure, hein. Il y a les services secrets qui sont à ses trousses, voilà. En disant que finalement... il est proche des milieux islamistes, peut-être qu'il les a infiltrés. Oui. C'est un vrai roman d'aventure. Hein. Oui, et puis les services secrets pensent que c'est un personnage qui... Personne ne sait qui c'est, mais lui ne se rend compte de rien. Hein. Il continue à aller aux galeries, à s'occuper de sa fille, très mal d'ailleurs. Ouais, c'est un personnage assez ordinaire, et en même temps, un héros assez particulier, à qui il arrive des aventures, mais qui vous permet, je pense, Piotr Barsony, d'évoquer un certain nombre de sujets. On va parler la religion musulmane extrémiste, le sexe, l'homosexualité, puisque dans ce roman, il y a un personnage qui est un nazi homosexuel. Alors, tout ça, c'est pas très politiquement correct. Ça pourrait faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la cancel culture. Hein. On peut pas dire ça. Oui, mais en fait, j'ai fait un nazi homosexuel parce que et qui tombe amoureux de mon héros et qui le poursuit. Et voilà. Et où est la cancel culture? Parce que c'est quand même un sujet très, très amusant. Tous ces gens qui... C'est tellement ridicule que là, ils veulent supprimer, j'ai vu dans les livres de Agatha Christie... Exactement. Les trucs antisémites. Mais, on a parlé sur Radio J, expurger les passages antisémites. Mais toute la littérature... Mais ça veut dire qu'on ne peut plus comprendre vraiment l'époque. Toute la littérature du 19e siècle, il y a des propos antisémites. Oui. Et puis c'est bien qu'on le sache. Si on enlève Tintin au Congo, c'est les Belges qui sont mal vus dans Tintin au Congo. C'est pas les Noirs, c'est compliqué. Voilà, mais je sais pas. C'est les gardes rouges, les nouveaux gardes rouges. D'ailleurs, le fait que vous ayez eu du mal à éditer ce roman est lié à ça. Hein. Ah oui, la première maison d'édition n'a pas voulu le roman. Pour une raison très simple, il y avait Zineb El Razoui, la journaliste de Charlie, elle avait... Vous savez, quand les policiers ont reçu des cocktails Molotov dans leur voiture, et qu'ils sont sortis, et qu'ils n'ont pas tiré, Elle a dit, comme ils étaient en danger de mort, ils auraient pu tirer. Ça a été traduit. Il faut tirer sur les manifestants. Razoui appelle à tirer sur les jeunes. Alors moi, j'ai rectifié. Et ma maison d'édition, ayant eu le message, m'a traité de raciste, et a arrêté la production du livre. Voilà. Et justement, dans ce livre, c'est ça, vous amusez un petit peu à débusquer tous ces faux antiracistes, faux tolérants, tous ceux qui aujourd'hui s'affichent de cette manière-là dans le débat public.
Ouais, je voulais m'amuser de ça. Par exemple, mon musulman qui est intégriste chez Daesh, il collectionne les Nike. Donc chaque fois qu'il y a un jeune qui arrive, qu'il a des belles Nike, il envoie comme un martyr pour récupérer les chaussures. Pour suicidaire. Suicidaire, là, il collectionne les Nike. Donc c'est des gens... Et d'ailleurs, même mon petit personnage de Daesh est sympathique à la fin. Celui qui va chercher, qui va à Paris. Tout le monde est sympathique dans mon livre, mais ils sont très ridicules. Vous critiquez beaucoup dans ce livre l'art contemporain, ou plus exactement la critique qui se fait sur cet art contemporain parfois abscon. Oui, je critique surtout le discours sur l'art contemporain, parce que c'est tout. Il y a des trucs extraordinaires qui se font comme partout, comme dans l'homme, mais dans tous les trucs artistiques. Vous-même, vous en faites de l'art contemporain. Mais oui, j'en fais. Voilà, je critique le discours, quoi. Mais bon, c'est mon métier. Oui, parce que c'est des scènes hilarantes dans votre livre. Où c'est un peu scatologique, hein. Je crois que votre héros se retrouve avec des excréments dans la main et on pense que c'est une création extraordinaire, artistique, une révolution. Oui, mais parce qu'il y a eu plein d'expos sur la scatologie et j'en parle d'ailleurs, et ça m'avait... Je me dis, pourquoi ils font des expos sur la... Damien Hirst, il a fait un excrément de 30 mètres de long sur 10 mètres de haut qui se balade dans le monde et que les villes veulent avoir. Ça, c'est... J'ai pas besoin de faire de l'humour là-dessus. Ça se suffit à soi-même, comme on dit. L'humour, c'est... Alors, il y a une qualité aussi graphique très importante. Je la montre à nos auditeurs, même si c'est un peu plus loin. D'abord, c'est très bien, c'est très beau. C'est vrai, on voit le travail du peintre, du dessinateur. C'est un peu ma singularité. Ça. On voit un peu le fantasme, là, ici, du héros Marc Edito, personnage tout à fait qui fantasme sur la belle porte-parole de Daesh. C'est assez incroyable, mais c'est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs. C'est vraiment un livre à mettre à portée de tous les yeux et de toutes les mains. Un livre extrêmement drôle. Et à un moment donné, vous dites quelque chose qui est un peu mystérieux. Marc Edito a beaucoup d'aventures, on ne va pas les rappeler dedans, mais finalement il dit, mais Saint-Tropez me manque. Ça veut dire quoi, Saint-Tropez me manque? Mais parce que... Alors c'est simple, on avait une maison à Saint-Tropez. Ah oui, parce que c'est vous le héros. Oui, c'est moi. Et quand j'ai eu des difficultés d'argent, on l'a vendu. Et maintenant, Saint-Tropez me manque. Parce que le héros, en fait, il me ressemble beaucoup... c'est vrai. Il me ressemble beaucoup. Bien sûr, je l'ai fait ridicule, mais moi-même, je suis assez ridicule dans la vie. Ouais, c'est un héros avec une crête jaune. Pourquoi? Oui. Alors, j'étais à New York. Je travaillais à Pilote et j'avais beaucoup de mal à Pilote parce qu'on fait de la ligne de RG, le dessin. La ligne claire. Et moi, j'étais peintre, et j'étais avec ma copine qui était peintre et j'ai fait ce trait. Elle m'a dit, pourquoi tu fais pas ça? Et voilà, ça a commencé comme ça. Comme ça, l'homme idéal. Qu'est-ce qu'il a de vous, cet homme idéal, ce Marc Edito? Mais le ridicule. J'aime être ridicule. Je trouve qu'il y a une certaine grâce à être ridicule un peu, dans le monde où tout le monde sait les choses. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de véritablement juif dans ce héros, Marc Edito? Alors, je pense comme il se déplace dans le monde. À la fois dedans et à la fois spectateur. Voilà, je pense qu'il y a... C'est mon judaïsme à moi, c'est un judaïsme de briques et de broc. C'est une façon d'aborder le monde. Par exemple, moi, je vais à une synagogue. S'il y a des trucs de synagogue, ça me fait rien. Ouais. Je suis pas touché quand ma copine priait. Je me mettais à côté parce que je voulais pas gâcher. C'est pas spécialement une religion, c'est un peuple. Mais j'appartiens complètement à ce peuple, à ma façon. Ouais, bien sûr. Voilà, à ma façon, voilà. Il y a dans ce livre aussi des critiques alors, tout à fait marrantes parce que vous croquez dans le livre et on le reconnaît, même si c'est pas dit comme ça, Frédéric Becbédé, mais aussi... De façon sympathique. Oui, sympathique. En revanche, Edoui Plenel, un peu moins. Est-ce que vous le connaissez bien, Edoui Plenel? Alors, le fameux directeur de Mediapart. Alors, je le connais bien et je trouve que c'est un mauvais homme. Je trouve qu'il donne du venin
Il donne du venin avec un sourire de curé pédophile. Et je trouve ça, ce qu'il fait, c'est abject. Ça me choque beaucoup. Lui m'aime bien, hein, mais là, il va moins m'aimer. Est-ce que vous êtes issu du milieu Il était la Ligue. militant, Oui, trotskiste, Ligue communiste révolutionnaire, etc. Ça avait commencé avec son article dans Rouge sur l'attentat de Munich. Ouais. Il est fasciné par les attentats, il est fasciné par la violence, et il a fait un truc vraiment horrible, dégueulasse, c'est que 10 jours après l'attentat de Charlie, il fait une réunion avec Tariq Ramadan. Voilà, c'est ce que vous d'ailleurs vous dessinez dans. Voilà, et il a fait aussi un texte pages. sur les Kouachis. Les Kouachis, comment on les appelle? Oui, les Kouachis. Les Kouachis, il a donné un texte comme ça qu'il a dit qu'il fallait lire absolument pour raconter les malheurs des Kouachis. Voilà, ça veut dire que pour lui, dès qu'il y a une victime, il se précipite au chevet du bourreau. Ouais, c'est ce qu'on veut dire. Ce livre, je peux te dire, il a un poids. Il paraît que ça fait 1,5 kg. 1,5 kg, dans sa catégorie, c'est le plus lourd. C'est le plus lourd. Mais il est aussi dense par beaucoup de choses. Il est passionnant, c'est vrai. C'est 200 pages. Au bout de ces 200 pages, vous vous dites quoi ça y est, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, à dire. Oui, parce que j'ai changé de grille de pensée en quittant le gauchisme. C'est après le Cambodge. Oui. Donc j'avais un vide de grille de pensée. J'avais une grille de pensée qui était simple. Quand on est marxiste, c'est simple. Hein, Et à un moment donné, quand j'ai quitté le gauchisme, j'étais obligé de réfléchir. Et je voulais critiquer mes engagements à travers un personnage comme ça. Là. C'est un peu Aujourd'hui, qu'est-ce que je suis? Je suis démocrate, point. Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça se passe plutôt bien. Ouais. Avant, je voulais faire la révolution. Comme on dit aujourd'hui, il faut résister. Oui. Comme dirait Camus, il ne faut pas que le monde se défasse. Voilà. C'est un peu ça, mais quand on est jeune, c'est pas très excitant. C'est un truc de vieux, ça. Vous continuez à peindre. Toujours. Piotr, donc la femme idéale, on en parlait au début de notre entretien. Ça correspond à, c'est le pendant, le miroir de l'homme idéal? Ben, c'est mon travail de peinture, parce que j'ai un travail... la femme idéale, c'est un travail militant. Mais par ailleurs, je fais des peintures beaucoup moins des vraies peintures, mais ça m'a... Puis le voile, le nu, tout ça, ça appartient à l'histoire de la peinture. Et puis c'est passionnant, ce mouvement de femmes, là. C'est passionnant. Ce qui se passe encore en Iran aujourd'hui. Ah ouais, c'est passionnant. C'était après la révolution en 79, mais aujourd'hui. Parce que dans le monde arabe, je pense que c'est elles qui vont... Elles sont bloquées dans le monde arabe. Donc ça va exploser. C'est la chance du monde arabe, c'est d'avoir les femmes. Ils ne le savent pas encore. Alors il va se guérir, ce Marc Édito. On raconte peut-être pas toute l'histoire, mais je recommande bien sûr à nos auditeurs, une fois n'est pas coutume, on parle de bande dessinée, de romans graphiques. Ici sur Radio J, c'est Marc Édito, l'homme idéal, avec Piotr, l'écrivain, le peintre, le dessinateur, qui nous a fait le plaisir d'être là avec nous sur Radio J. On se donne rendez-vous peut-être aussi pour un futur, une suite. Je vais préparer une expo et peut-être une suite, je sais pas. Si le livre marche bien, il y aura une suite. Alors je pense qu'il va très bien marcher. C'est un livre savoureux. Il faut le commander en librairie plutôt, parce que c'est une petite maison d'édition. Et il faut le commander en librairie. Vous aurez 3 ou 4 jours d'attente. Voilà. Merci Piotr d'avoir été avec nous dans Sepharim.